Ouais, je t'avouerai, quand Olivier m'a appelé, c'était, ouais, ça devait être 9h30 le matin. J'étais en train de boire un café avec Annelise, ma femme, et Guillaume Peretti, tu vois, coureur corse, au café à Corté, en Corse, en vacances, tranquille. Et puis, du coup, ouais, j'ai vu ça, et je te ouais, j'étais un peu surpris. Ouais. Tu Ouais. m'étonnes. Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 107e épisode du LTP et un épisode numéro 107 exceptionnel et je dirais même exceptionnel puisque notre invité nous vient du sud-ouest et c'est un invité exceptionnel que je vais vous présenter juste après un petit message que je souhaite vous faire passer. Depuis peu, il est possible sur la plateforme Spotify, pour ceux qui écoutent le LTP sur cette plateforme, de noter avec 5 étoiles et de mettre un petit commentaire. Donc, comme sur la plateforme Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre un commentaire et 5 étoiles si vous aimez le projet. Ça aide le LTP à remonter dans les classements et à être plus visible. Si vous souhaitez rejoindre la communauté et la tribu des Patreons et soutenir le LTP, eh bien rien de plus simple, rendez-vous sur patreon.com/Let's Try le podcast. Et sans plus tarder, passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de trail, qui a pris le relais de Philippe Propage depuis fin 2021. Pratiquant tout d'abord le cyclisme au haut niveau puis le raid aventure, il découvre le trail en 2011 et participe à ses premières épreuves avec succès et remporte par exemple le trail des Hospitaliers. Petit à petit, il se consacre à cette discipline et se dévoue complètement à son activité de coach, et il intègre la FFA pour devenir formateur des entraîneurs puis sélectionneur de nos représentants nationaux. Nous évoquerons son histoire de sportif, de coach et de ce qui l'a amené progressivement à devenir l'entraîneur du trail tricolore. Il nous parlera également de sa prise de fonction, des relations avec les athlètes reçus en stage dans le Cantal en octobre, des difficultés rencontrées pour harmoniser le calendrier dans cette période compliquée et de bien d'autres sujets. Je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps et voici ma conversation avec le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, Adrien Séguré. Salut Adrien, j'espère que tu vas bien, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Bah écoute, salut Nico, merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui sur le podcast et bonjour tout le monde. Alors merci déjà parce que la période est assez chargée, on va en reparler un petit peu de ton actualité, des nouvelles responsabilités qui t'ont été confiées, mais dans un premier temps Adrien, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Ouais, alors du coup, je suis Adrien Séguré, passionné de trail depuis déjà quelques temps. Entraîneur de trail depuis de nombreuses années et voilà, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants, du coup un qui est tout petit, qui a 5 mois et un qui a 9 ans. Et voilà, je suis marié à une traileuse aussi, Annelise Rousset, donc forcément le trail revient aussi dans certaines conversations à la maison. Tu baignes dans le milieu du trail constamment quoi. Ouais. C'est pour ça aussi que je m'octroie des moments dans la semaine pour essayer de couper totalement avec ça et d'essayer de voir de temps en temps des gens qui ne parlent pas de trail. Parce que sinon, c'est 24/24, 7 jours sur 7. C'est passionnant. On est qu'avec des gens qui sont là-dedans, donc forcément. Voilà, ça fait plaisir de pouvoir aussi de temps en temps. Tu fais des périodes de détox trail. C'est ça. Tous mes vendredis soirs, je vais jouer au rugby pendant 2 heures. Et voilà. Et oui, ça c'est parce que t'es avironné, c'est pour ça. Le rugby. C'est ça. C'est un peu la tradition du Sud-Ouest. Et du coup, au moins, je sais que quand je vais là-bas, déjà, je me défoule. Et puis, si je parle de trail, je saoule tout le monde, donc au moins c'est très bien. Au moins ça me permet juste d'aller jouer au ballon et boire une bière avec les copains. On parle d'autre chose et au moins le reste du temps, je suis consacré au trail à fond, quoi. Justement, puisque tu parles de l'Aveyron, c'est l'endroit où tu as grandi. Est-ce que tu peux nous situer un petit peu le contexte familial,
ce que représente le sport dans la famille Séguré, etc. Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu ce tableau? Ouais, ben comme tu dis, voilà, moi je suis né à Rodez, dans l'Aveyron, et du coup, bon, j'ai voilà grandi avec ma mère, mes parents étant séparés. Tu vois, j'ai deux frères et deux sœurs, donc j'étais pas tout seul à la maison. Et puis du coup, le sport a vite pris pas mal de place parce que c'est vrai que j'ai commencé un petit peu par l'équitation parce qu'en fait, mon père est cavalier. J'ai mon frère aussi qui est cavalier, aussi pro. Et voilà, donc du coup, j'ai suivi un petit peu mon père sur certaines compétitions où j'ai pu voir un peu à quoi ressemblait la compétition, à quoi ressemblait le haut niveau, parce qu'il a passé de nombreuses années en fait en équipe de France, de concours complet. Donc ça m'a permis de le suivre un petit peu de temps en temps à droite à gauche en France, où j'ai eu après la chance de partir avec lui deux trois fois vraiment sur des grosses épreuves comme voilà une Coupe du Monde aux US, où j'ai eu la chance de pouvoir partager un moment avec lui pour les Jeux Olympiques de Barcelone. Donc ça a été voilà la découverte aussi de ce monde-là, et ça a été des moments extraordinaires en fait vécu avec lui. Donc ça m'a fait découvrir un petit peu la compète et le haut niveau, voir ce que ça engendrait aussi derrière, parce que c'est vrai que souvent le haut niveau fait rêver, mais il faut vraiment savoir ce que ça engendre derrière. Donc ça m'a pu faire, enfin ça a pu me faire découvrir ça. Et puis après j'ai pas mal, c'est le vélo en fait qui a pris pas mal de place en fait chez moi. C'est mon grand-père qui m'a mis un petit peu du coup dessus en fait sur la selle. Il a été pendant longtemps président du vélo club de Rodez, et du coup voilà passionné en fait de vélo. J'ai commencé à Rodez en fait voilà à faire du vélo. Donc j'ai fait minime, cadet et junior à Rodez. Ça s'est super bien passé, super bande de potes. T'as dû Et puis croiser Julien Jorot à cette époque-là, non? ouais, alors Julien il était de Tarbes. De Tarbes, Ouais. ouais. Hmm. Voilà, il est de Tarbes, donc on a couru ensemble, mais du coup plus jeune, ouais. Mhm. Et puis après moi, à partir d'Espoir, après je suis parti au club de Blagnac, qui est un club de première division nationale, là, du coup, en cyclisme. Donc voilà, du coup, je suis allé voilà, faire un petit peu mes classes aussi là-bas. Donc c'est ce qui, voilà, m'a fait, j'ai roulé pendant pas mal de temps. Donc je suis vraiment issu du vélo. Et puis, voilà un petit peu pour cette origine un peu sportive de la famille pendant mon enfance. Donc ça a été voilà poussé beaucoup par voilà, mon père sur une part de l'équitation et la connaissance un petit peu de ce qu'était la compétition, le haut niveau, et puis après la partie vraiment cyclisme où voilà mon grand-père a été beaucoup derrière. Donc ça a été vraiment voilà ça a été mon premier contact vraiment avec le sport. Donc tu as baigné quand même dès le début dans un environnement de compétition très élevé, très poussé au niveau international, etc. Tu disais, t'as commencé très petit à comprendre les problématiques liées au sport professionnel et au sport au niveau international. Euh, Au niveau des relations je crois que tu as dit que tu avais un frère et une sœur. C'était quoi, une relation plutôt dans la compétition entre vous, ou c'était comment? Absolument pas, parce que alors, mon grand frère, moi, est plus grand. Lui, il était, voilà, il était dans l'équitation. Puis après, on n'habitait pas ensemble, Mhm. donc lui était sur Castres. Donc c'est vrai que du coup, voilà, on se voyait moins. Lui était parti sur le côté équitation. Et après, du coup, je vivais voilà à plein temps avec mes autres frères et sœurs. Du coup, mes deux petites sœurs et mon petit frère. Et non, parce que alors c'est assez rigolo, parce que eux, par contre, le côté sport, ils ont pas du tout accroché. Donc, donc c'est vrai D'accord. qu'il y a pas eu compète, ouais. Du coup, à la maison, c'était, ouais, j'étais un petit peu le jeune bizarre un peu à la maison, à toujours vouloir aller faire du vélo, aller courir, aller tout le temps être dehors et tout le temps vouloir faire du sport tout le temps. Mais c'est vrai qu'on est assez opposés en fait avec mes frères et sœurs. On s'entend très bien, mais par contre. On était assez opposés, ouais, sur les points d'intérêt, tout ça. J'ai pas partagé en fait ces moments sportifs avec eux. Ouais, c'était d'autres moments. Et toi, pour toi, là, tu as senti dès le début que tu avais un esprit de compétition assez aiguisé?
Ouais, moi j'ai toujours eu un petit peu l'esprit compète, ouais. J'ai jamais trop aimé perdre. C'est vrai que pour ça, voilà, des fois j'essaye de pas trop le montrer, mais en général, bon après quand je joue avec mon fils, avec mon grand ou pas, j'essaie de le mettre de côté quand même parce que moi je peux pas non plus le faire avec le petit, mais c'est vrai que ça a toujours été avec les copains, avec la famille. Tu joues à un jeu de société, tu joues à autre chose. Il a toujours fallu toujours fallu gagner. C'était un petit peu c'est cool des fois, mais j'ai jamais été très bon perdant. Ouais. J'ai lu que tu avais fait beaucoup de raids multisports après ta période de cyclisme. Tu peux nous parler un petit peu de cette période-là? Ouais, mais c'est vrai que du coup, après le vélo, bon déjà j'ai voulu un peu dégoûter en fait, enfin vouloir faire que ça, que ça, que ça. J'ai pris 2 ans en fait où j'ai complètement coupé Mhm. là-dessus et où j'ai fait du rugby. Je me suis vraiment mis au rugby, c'était sympa. J'ai fait la fête, j'ai pris du poids, c'était cool. Mais voilà, c'est après comme tout, j'avais du mal à le faire vraiment juste un entraînement par semaine et comme ça, j'ai voulu le faire vraiment à fond pendant 2 ans. Puis en fait, enfin, le côté endurance me manquait énormément et j'ai fait du raid. Ouais, j'étais à la fac en fait à Toulouse en STAPS et c'était en licence. On avait une option en fait, une option qui était sport d'aventure voilà. Et du coup en activité de pleine nature. Et j'ai pris ça et en fait j'étais en classe avec un ancien qui on a arrêté ensemble. En fait, on était coéquipiers à Blagnac ensemble en cyclisme. Et du coup, on a fait on a fait le raid en fait de la fac avec toute une course d'orientation et tout. Ça s'est super bien passé. Et en fait, on s'est dit, ben, ça peut être drôle et on s'est inscrit sur un ou deux. Ça a plutôt bien marché. Et puis derrière, on est parti. Enfin, moi, je me suis flingué un genou en fait juste derrière. Je me suis fait croiser ménisque en fait Ah oui, juste au bout enfin après 4 raids, mais pas du tout là-dessus, en faisant du taekwondo avec un copain. d'accord. Et en fait, voilà, après, j'ai l'équipe en fait qui s'appelle Absolu Red, qui court toujours beaucoup, qui m'a contacté et bon, pour pouvoir aller faire la finale du championnat de France de raid. À ce moment-là, il y avait tout un truc. Et moi, à ce moment-là, j'étais à Cap-Breton, en centre de rééducation, pour mon genou. Donc, ouais, ça m'a foutu un petit peu les boules. Et en fait, du coup, on a gardé contact. J'ai recouru avec eux après, même pas 6 mois après l'opération. J'ai commencé à faire un raid avec eux. Et puis, ça a commencé comme ça. Donc, j'avais moi couru un petit peu en 2006. Et à partir de 2007, j'ai commencé à faire les un petit peu plus gros raids, c'est-à-dire les raids d'une semaine, Mhm. une semaine non-stop. Donc, avec les raids in France, il y avait ça s'appelait les Mountain X Race, les Sables Salomon. Et puis après, j'ai fait jusqu'en 2013, toute l'année, en fait, on faisait les manches de l'RWS, qui était l'Adventure Racing World Series, en fait, et où on finissait, voilà, tous les ans avec un championnat du monde, tout ça. C'était des années extraordinaires. Et donc, j'ai fait ça avec l'équipe Absolu Red. Mhm. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette parce que c'est un sport alors de longue distance, moi qui m'a plu beaucoup, où on a pu voyager beaucoup. Ça a été vraiment incroyable, vu des paysages magnifiques dans des superbes pays, vraiment très différents. Ça a pu être de passer une semaine dans le désert, dans le nord-est du Brésil, comme être en montagne en Équateur ou dans nos Alpes françaises. Enfin, ça a été partout, ça a été magique. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce côté vraiment équipe, en fait, d'être à quatre et, euh, et de jamais, enfin, de comprendre en fait qu'on pourrait briller si on comprenait qu'en fait il fallait tout donner pour l'équipe, faire briller l'équipe, et c'est comme ça en fait que l'on pouvait essayer d'être pas trop mauvais Mhm. et vraiment tout donner pour voilà, pour les autres, pour les collègues en fait dans l'équipe. Et j'ai trouvé ça en fait extraordinaire. C'est un sport euh, collectif, un vrai sport collectif en fait. Complètement. C'est vrai que
c'est bizarre à dire de dire j'avais découvert le sport collectif avec le vélo, parce qu'on se dit le vélo c'est un sport individuel, mais en fait c'est vraiment pratiquer en équipe. Et quand tu te mets voilà toute une équipe en place pour un gars, voilà, moi j'étais plus à l'aise en sprint, quand t'as toute l'équipe qui va rouler pour t'amener, juste pour que toi tu lèves les fesses sur les 200 derniers mètres. C'est fort, et tu t'aperçois qu'en fait tout le monde joue pour un, et en fait c'est l'équipe qui brille. Et le raid, c'est vrai que j'avais vraiment retrouvé ça, et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Si on peut parler de management d'équipe, hein, et vraiment de stratégie, ouais. Plutôt de ouais, stratégie aussi. il y a manager en fait, chacun manage les autres aussi, parce que on a des moments de non-lucidité, hein, quand tu es sur 7 jours non-stop, sur une épreuve, que tu t'aperçois que tu vas dormir un quart d'heure ou une demi-heure par nuit. Ça fait bizarre, et tu as des moments qui sont un peu compliqués. Et c'est vrai que c'est super intéressant. Et moi, c'est vrai que ce côté-là pourrait me manquer encore, voilà, vivre ces aventures-là à plusieurs, quoi. J'en profite, excuse-moi, mais j'en profite pour saluer Dorian, Lopez et Serge qui ont participé à beaucoup de grands raids. Je sais pas si ça te parle, mais voilà, ils ont fait beaucoup de grands raids de ce type-là, et a priori on en a discuté souvent. C'est effectivement c'était un milieu très particulier, assez niche, assez particulier dans le sens où il y avait une vraie notion de camaraderie, et c'était assez fermé. T'en penses quoi? C'était comment à cette époque le grand raid, le raid aventure? Ben, en fait, honnêtement, c'est une petite famille. Ouais. Tout le monde se connaît, tout le monde est assez proche, tout le monde va pouvoir s'entraider aussi. Il n'y a pas d'animosité, parce qu'en plus, même s'il y a de la concurrence entre les équipes, bien sûr, il y a de la concurrence. C'est pour ça qu'on fait de la compète. Mais en fait, qui a toujours été super saine, et tu t'aperçois que c'est une course qui est tellement longue, à la fin, la meilleure équipe, elle est forcément devant. Il n'y a pas besoin de se faire de crasse, rien. Enfin, c'est toujours dans l'entraide, toujours dans la bonne humeur. Et ce côté au sein de l'équipe, t'as pas, en fait, c'est pas des coéquipiers. À la fin, c'est une fratrie, en fait. C'est vraiment, c'est extraordinaire ce que tu peux vivre, en fait, avec tes coéquipiers. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trailers de l'origine des ultra trailers des débuts des années 2000 qui viennent du raid, et j'ai l'impression que c'est avec beaucoup de nostalgie souvent. Ouais, c'est difficile d'arriver à expliquer ce que l'on a pu vivre toujours, et d'arriver à revivre certaines émotions, en fait, de ce type. Honnêtement, alors peut-être parce qu'on va chercher très très loin, et on est dans des états au bout d'une semaine d'effort que du coup émotionnellement tu es encore plus touché. Mais c'est vrai que c'est des moments où il y a beaucoup de moments que je me rappellerai moi toute ma vie, quoi, et qui m'ont fait avancer pour certaines choses, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer le moment où tu rencontres le trail running? J'imagine que faisant du raid, tu pratiquais le trail, mais ça s'appelait pas comme ça. Mais le moment où tu rentres dans cette communauté précisément. Ouais, alors le trail fait un peu partie du raid à ce moment-là, mais on peut appeler, sur le premier jour ou le deuxième jour de raid, on peut appeler ça du trail. À la fin, ça devient du trek, parce qu'en fait, t'avances plus. Donc du coup, je découvre ça parce que je m'étais dit, pour être bon en raid, tu dois pouvoir essayer d'être bon sur chaque discipline. Et je m'étais essayé de fixer un objectif, alors qui est un peu, voilà, c'est un peu dans le monde de bisounours, mais me dire, si tu es capable de gagner partout, en kayak, en vélo, à pied, ben forcément en raid tu vas avancer, quoi. Et donc bon, je venais du vélo, donc c'est vrai que moi c'était un point fort. Je me suis mis dans un club de kayak à côté pour pouvoir justement progresser à fond. Je suis allé faire des marathons de kayak, des choses pour pouvoir justement progresser. Et je me suis dit, ben voilà, il faut se mettre au trail. Et du coup, j'ai découvert ça comme ça. Donc, T'étais en quelle année? J'ai dû découvrir ça vers 2008, 2009. Faire vraiment, j'ai fait un premier trail qui était le trail de Salle-la-Source, qui était un petit trail justement à côté de chez mes parents, qui était sur un 16 km, et du coup j'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai pris la foudre ce jour-là, parce que du coup j'ai voulu partir aussi, je me sentais assez fort, j'ai voulu partir devant, et puis j'ai vite compris en fait où j'en étais, donc quel était mon niveau à ce moment-là, donc ça m'a fait du bien, ça te remet les idées en place, c'est très bien. Et donc du coup j'ai découvert ça là, et je me suis dit c'est quand même chouette. Du coup en continuant le raid, j'ai commencé un petit peu à faire un peu de trail de temps en temps,
Et c'est ce qui m'a donné goût en fait au trail. Et puis le raid était vraiment intéressant. Le seul souci, c'est quand même que ça prend beaucoup de temps d'entraînement, mine de rien, pour toutes les Bien disciplines. sûr. Et puis c'est vrai que du coup, je revenais vraiment cramé en fait. Quand tu reviens d'une semaine non-stop, tu reviens vraiment cramé. Et du coup, je me suis dit, le trail peut être aussi une alternative. Donc voilà, j'ai continué un petit peu sur le trail et j'ai rencontré Annelise, ma femme aussi, et Annelise en fait, du coup au début on s'est rencontrés parce que on cherchait une féminine en fait pour le raid. D'accord. Et en fait voilà, elle débutait un peu la course à pied, elle faisait un peu de course comme ça, et puis bon après forcément on s'est mis ensemble et en se mettant ensemble, du coup, bon, c'était toujours plus facile de partir tous les deux sur du trail et que chacun, voilà, de son côté. Donc, en 2013, j'ai arrêté le raid sur le raid Beam Batch, en fait, qui était qui était une coupe du monde en fait de raid en RWS en fait en Espagne. Et ça a été bon, mais c'est toujours un petit rêve en fait. On a gagné en fait ce jour-là, on a gagné D'accord. ce coupe du monde. Et du coup, je me suis dit, c'est le meilleur moment pour arrêter. Donc, Donc je m'excuse, mais tu as gagné sur la Bimbash qui est une manche de Coupe du Monde? ouais, qui était à ce moment-là, ouais, en 2013, ouais. Ouais, D'accord. Donc au pinacle, quoi. Tu décides d'arrêter au moment. ouais, je me dis que c'est le bon moment, en fait. Donc du coup, et puis bon, le trade marchait pas trop mal. Je m'étais vraiment mis en 2011, en fait. En 2011, j'avais essayé de vraiment aligner le trade et le raid. J'ai commencé vraiment à faire une saison, ouais, une petite saison de trail en complément. J'avais commencé une course qui s'appelle la Verticos en fait à Saint-Georges-Luzançon à côté de Millau. Où à ce moment-là, j'avais fait 2 derrière Thomas Laure-Blanchet. Qu'on Euh, salue. voilà, Thomas, salut. et Thomas. Et puis, du coup, 3 semaines après, j'avais été faire le l'Ultra Trans-Aubrac, qui est pareil en Aveyron, en fait, qui fait le tour enfin, une petite boucle en fait sur l'Aubrac, qui est vraiment sympa, 105 km. Et que du coup, j'avais gagné c'était en 10h20, je crois. Et je m'étais dit, c'est vraiment sympa, et je retrouve un peu cet effort long et tout ça. Mhm. Donc c'est là où du coup, je me suis vraiment lancé, voilà, sur le trail, quoi. Est-ce que tu peux, alors je sais que ça va être compliqué comme question, mais sélectionner deux ou trois moments clés de ta carrière de trailer, deux ou trois courses ou deux ou trois moments. Ouais, c'est pas C'est évident. pas évident. Je pense que ça a été la première, ouais, le premier moment pour moi, ça a été cet ultra Trans-Aubrac, de pouvoir me dire, waouh, d'aller courir 105 km comme ça. En raid, c'est différent. On fait du multisport. Là, faire du monosport, 105 bandes comme ça, et en fait, c'est vrai que du coup, à ce moment-là, il y avait sur la course, il y avait Patrick Bohard qui était sur la course, qui est un très bon ultra trailer. Qui était sur cette course-là en 2011, ça fait déjà 10 ans, et je me suis dit, bon, moi j'avais zéro expérience, je savais pas trop, j'étais parti avec lui, j'osais pas trop doubler pendant les 15 premiers kilomètres, et puis après je me suis dit, bon, j'ai les jambes, je pars devant, je vais voir. Et puis c'est vrai qu'en fait, du coup, ça l'a fait. Je suis parti tout seul, j'ai fait ma course tout seul devant. Et, et du coup, ça a été ouais, une prise de conscience, un régal, parce qu'en plus c'était chez moi, donc du coup, j'avais pas mal de copains au bord des chemins et tout, donc c'était génial. Donc ça a été un fort moment en fait, ouais, sur Ouais, une l'Aubrac. prise de conscience, quoi. Une prise de conscience du fait que c'était vraiment ton truc. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça a Hmm. été vraiment une super course, quoi. Donc, je pense que ça a été un peu le premier gros fait marquant, en fait, dans le trail, enfin, en tant que trailer. Et puis, je pense que ce que je relèverais vraiment en deuxième et gros moment, qui pour moi était la plus belle victoire, et pas parce que c'est la plus grosse course qui existe, mais c'est une très belle course, c'est le trail des Hospitaliers. En fait, c'est vrai que ça a été des gens moi, qui m'ont accueilli là-bas, je l'ai fait 3 fois, je crois. C'est sur Et le lieu précédemment des Templiers, hein, si je dis pas de bêtises. exactement, voilà. En fait, quand les Templiers sont partis à Millau, il y a eu le comité des fêtes, en gros, qui a repris un peu la course et qui ont créé ça. Écoute, une ambiance très sympa, super conviviale. Voilà, des bons petits coureurs au départ, c'était cool. Et puis c'est vrai que cette année, en fait,
on venait juste de se mettre ensemble en fait avec Annelise. C'était vraiment le tout début. Ça faisait vraiment qu'on était ensemble, ou 2 mois. C'était vraiment le tout début. Et puis du coup, elle, c'était sa première. C'était en 2013. C'était sa première saison. En fait, elle découvrait le trail. Du coup, je l'avais inscrite avec moi sur le 75 km. C'était 75 et 4000. Je l'avais inscrite avec moi. Alors elle me passait comme ça à 75 bornes alors qu'elle avait jamais fait ça et que un an avant, elle faisait 10 bornes une fois par semaine au bord du canal, au bord du canal des Touches à Toulouse. C'était pas pareil. Et du coup, on avait été là-bas. C'était rigolo. Et en fait, ça a été la course, la course rêvée. En fait, c'était du coup nos deux meilleurs potes qui nous faisaient l'assistance. Pour te dire, après, du coup, ça a été nos deux témoins de mariage. D'accord. Euh, mais Ils ont passé le test. Ils ont passé le test de l'accompagnement de l'ultra trailer. Voilà. Donc ça a été en fait un moment de partage extraordinaire en fait avec les copains et du coup moi je gagne ce jour-là, je battais le record de l'épreuve et je gagnais avec 1 heure d'avance. En fait, c'était assez incroyable. Je m'attendais pas du tout à faire ça. Et puis Annelise fait 5 au scratch à 6 minutes du deuxième. Et alors qu'elle avait jamais fait 35-40 bornes dans sa vie, et c'était c'était vraiment assez incroyable en fait comme moment, et de pouvoir le vivre à deux. En plus voilà, c'est le début d'une histoire aussi entre nous. Ça a été un moment un moment assez extraordinaire quand même. Ouais, les planètes se sont alignées à ce jour-là, quoi. Ouais. Franchement, c'était grand. Enfin, il y avait tout, quoi. Ouais, il y avait tout. Si je te demande de nous parler de ton moment extraordinaire, alors peut-être c'est le moment dont tu viens de parler, mais il y en aura peut-être un autre. Pour moi, extraordinaire, c'est un jeu de mots qui vaut ce qu'il vaut. C'est un moment unique lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique, drôle ou non, dont tu te souviendras toujours. Tu vois, cette question, elle est difficile à répondre. C'est fait exprès. Ouais. Non, alors, en tant que coureur, moi, j'aurais repris, tu vois, cette anecdote, en fait. Sur le trail hospitalier, avec les copains, Annelise, ça a été, pour moi, ça a été le moment extraordinaire. Après, j'ai envie de te dire, après maintenant, en tant que coach, j'ai l'impression de vivre ces moments-là plusieurs fois, des fois par an, où quand je vois ce que j'arrive à vivre en fait avec certains coureurs, ça m'arrive quand même plus d'une fois de finir une course, enfin moi de pas la finir, mais de pouvoir être à l'arrivée. Voilà. Et de pouvoir être là en fait, la larme à l'œil tellement en fait ce jour-là, le coureur ou la coureuse en question m'a tellement donné d'émotion en fait, et a tellement été cherché loin, a fait quelque chose d'extraordinaire, et c'est vrai que je peux avoir en fait ce fait-là. Aujourd'hui, c'est ta vie qui est extraordinaire. C'est ça. Ta vie de coach. Ouais. Franchement, je trouve ça génial. Tu vis ta passion, tu fais pour moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Après, pour peut-être, décrire une situation, tu vois, maintenant, enfin, en y pensant, c'est trail et run surtout, ça a été, alors pourtant c'est aucunement sur une c'est une performance en soi qui est extraordinaire, et pas spécialement la performance en termes de temps ou de chrono, mais j'ai eu une fille que j'ai eu un entraînement, qui est venue me voir un jour et qui m'a dit est-ce que tu pourrais arriver à me refaire courir? Waouh, c'est quoi cette question? Et du coup, cette fille-là, elle avait 22 ans à peu près à ce moment-là. Elle venait de vivre 3 cancers, le décès de sa maman, tout. Enfin, ça a été Du coup, en fait, depuis qu'elle a 10 ans, elle a passé son école dans les hôpitaux, des choses comme ça. Et bon, cancer des os, tout. Enfin, tu vois, donc pas possible de marcher normalement, obligé de mettre une chevillère, une gouttière et tout sous le pied pour tenir le pied, pour pas qu'il tombe. Enfin, ça a été très très compliqué. Et du coup, je me suis dit, mais ça, ce challenge-là, c'est fou. Enfin, c'est comment arriver à aider en fait cette fille-là. Du coup, j'ai appelé son kiné.
j'ai eu aussi du coup le professeur qui l'a suivi sur Toulouse et en fait on me dit bref il y a pas d'espoir tout ça et puis le professeur il me dit franchement ça va être de la perte de temps, il y a trop peu d'espoir. Et en fait le fait de se dire il y a trop peu d'espoir ça veut dire qu'il y en a un peu. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire en fait. Et du coup, j'ai voulu aider en fait cette fille, cette petite jeune à l'époque. Et c'est des questions à te poser, à te dire, tu vas la refaire marcher, tu vas utiliser, essayer de la renforcer un petit peu. Et puis à un moment donné, c'est en fait comment on fait pour passer de la marche à la course. Quand tu dis à quelqu'un court, il court. Par contre, quand tu dis, ben en fait, il faut maintenant, voilà, enfin, courir, courir. Comment je fais pour passer vraiment? Quelles sont les étapes pour passer de la marche à la course? Et ça, j'ai trouvé ça enfin, il a fallu vraiment se gratter la tête, savoir comment aborder la chose. Et en fait, le jour où je l'ai prise sur la piste, en fait, qui était à Rodez, qui était la piste de Vabre, en fait, et on a fait un tour ensemble en courant. Pour tout le monde, 400 mètres en courant, y a rien de plus simple, quoi. Enfin, là, en fait, elle m'est tombée dans les bras, en fait, à ce moment-là, en pleurs, et ce moment-là, tu t'en rappelleras. Enfin, moi, je me rappellerai toute ma vie, quoi. C'était un moment, c'était pas du trail, c'était arriver à faire courir quelqu'un. Et pourtant, je suis dit, voilà, au niveau chrono et tout, on n'en parle pas. Mais ça a été un moment magique. Et derrière, de pouvoir, un an et demi après, l'inscrire sur un 10 km, on allait faire le 10 km de Montauban. Bien sûr, elle a couru en 1h09, je crois. Mais en fait, ce moment-là, il a été tellement fou. En fait, ça a été un moment extraordinaire en fait à vivre, pas en trail mais en course à pied, avec quelqu'un où oui, c'est pas la performance, mais la performance en soi d'arriver à faire ça à quelqu'un qui était si au fond en fait physiquement et mentalement, ça a été en fait, je pense, un des plus beaux moments en fait de ma vie de coach. Ouais, je pense que tu dois avoir la sensation de vraiment servir à quelque chose, mais ça va même au-delà de ça, j'imagine. Ça doit être touchant. Ouais, c'est tout en fait. C'est une relation après que tu as avec la personne, avec afin de te dire putain t'as vraiment servi à quelque chose qui est encore plus grand que le sport quoi. Enfin c'est vraiment ça a été fort, Ouais. Justement, puisque tu parles de coaching, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce qui t'a amené, notamment en ce qui concerne ta formation professionnelle, etc. Tu disais tout à l'heure que tu es passé par STAPS. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach? En fait, j'ai toujours aimé comment dire la partie entraînement, essayer de manager un petit peu une équipe, tout ça. Enfin, j'ai toujours aimé en fait ces choses-là. Et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et du coup, sorti du bac, après je suis parti sur STAPS, sur un DUC, sur une licence en fait en STAPS. Et puis après j'ai poursuivi, je suis allé faire après des formations de préparateur physique sur l'université de Lyon. Après j'ai fait Gilles Cometti, il me semble. Si j'ai fait Cometti à Dijon, j'ai fait Lyon, j'ai fait un diplôme de prépa physique aussi à l'école du César en fait aussi. Et puis après du coup j'ai passé les diplômes fédéraux de la FFA et maintenant je suis formateur pour la FFA pour les entraîneurs en fait qui passent leur diplôme FFA pour toutes les parties en fait hors stade qui sont nommées maintenant running qui englobent trail, course en montagne, cross, course sur route et ultra distance. Donc voilà, maintenant je suis formateur en fait au niveau de la FFA par rapport à ça. D'accord. On en reparlera juste un petit peu plus tard, mais je suis actuellement une de ces formations. J'espère qu'on se croisera du coup. Est-ce que tu peux revenir plus en détail sur tes premiers moments de coach, comment tes premiers pas professionnels là-dedans? Tu fais de l'accompagnement personnalisé? Tu es plutôt dans un cadre club? Comment ça se passe pour toi au départ? Alors au début, j'accompagne un petit peu. Je fais ça un peu comme ça. Je continue aussi une activité à côté. Je fais un petit peu de coaching à domicile aussi en fait au départ. Donc du coup, je fais ça un petit peu pour suivre 2-3 coureurs à côté. Mais j'ai réellement commencé moi à faire les stages en fait, faire mes stages et après commencer à bosser un petit peu
dans le monde du rugby au début sur la partie prépa physique en fait, où j'ai fait mon premier stage en fait au Castre Olympique. D'accord. Et après je suis parti sur un an à Barcelone. Et puis je suis rentré parce que j'ai eu du coup j'ai pu avoir voilà, commencer par un stage et puis un peu plus après du coup le Stade Toulousain en fait au niveau rugby et puis après je me suis vraiment resté que sur la partie course à pied voilà exclusivement et euh, et du coup j'avais un petit peu le suivi d'athlètes puis j'ai pris l'entraînement aussi de la partie hors stade du club d'athlétisme de Rodez voilà que j'avais et où je faisais ça en fait voilà bénévolement le soir là-dessus et en même temps je tenais un magasin en fait un magasin de running en fait sur Rodez et donc voilà donc j'ai commencé à faire un petit peu de perso faire de la programmation d'entraînement faire voilà m'investir au niveau du club c'était le moment aussi voilà où voilà j'ai essayé de passer mes diplômes fédéraux aussi et puis après il y a 3 ans et demi maintenant je suis parti sur Annecy et sur Annecy j'étais du coup l'entraîneur de la SPTT Annecy jusqu'à l'an dernier maintenant je suis passé à l'Annecy Athlétisme en fait qui est l'autre club qui était motivé pour développer énormément en fait la partie hors stade. D'accord. Donc du coup on a développé ça et ça marche super bien. Et donc je m'investis voilà beaucoup avec le club et maintenant je fais voilà exclusivement que du suivi d'entraînement, enfin de la planif, de la programmation et du suivi d'entraînement. Donc pour suivre en fait des athlètes voilà de tout niveau sur la partie running et trail. D'accord. J'ai vu dans un article récent que tu disais que tu as appris à aimer ce travail de l'ombre. Tu en as parlé juste avant, mais est-ce que tu peux préciser cet aspect-là du travail de coach? Ouais, ouais, c'est vrai que en fait, euh, en fait, j'aimais beaucoup faire de la compète et ça te fait toujours plaisir forcément de finir sur un podium ou tout ça. Mais j'ai l'impression qu'en fait, je prends de plus en plus et même je prends plus de plaisir en fait à essayer de donner ce que je peux pour les autres, à essayer de rendre plus performant, d'arriver des fois à faire gagner en fait les athlètes et d'être sur ce côté-là où bah t'es pas mis en lumière, t'essayes d'être derrière ça, t'essayes de mettre voilà une pierre un petit peu à l'édifice. Alors c'est sûr, hein, c'est pas toi qui cours, t'es qu'une petite voilà, t'es qu'une petite chose en fait dans tout ce processus de performance. Mais c'est ce qui me plaît aussi, c'est essayer de faire briller en fait plutôt que de briller. Et ça, je trouve ça encore ouais, enfin pour moi c'est encore c'est une satisfaction qui est bien plus grande en fait que moi d'essayer de me mettre en avant en fait là-dessus. Et Mhm. je trouve que de faire briller vraiment les coureurs, de pouvoir les voir à la fin des courses, de pouvoir les voir au quotidien, à l'entraînement et tout avec le sourire parce que tu sais que tu as pu faire quelque chose pour pouvoir créer en fait cette joie, cette satisfaction, cette réussite. Moi c'est ce qui fait mon bonheur en fait. Voilà, donc j'aime ça. Ouais. Je pense que ça correspond aussi à des caractères particuliers. Euh, je pense qu'il faut vraiment aimer être un peu moins en lumière et je pense sincèrement qu'être coach ou sélectionneur ou entraîneur, il faut que ça réponde vraiment à une envie profonde de transmettre et de faire évoluer l'autre, quoi. Je pense que c'est ça la clé. Je pense que de toute façon, si tu fais ça que pour te mettre en avant, ça peut pas marcher ou ça peut pas marcher longtemps. Je pense, voilà, Mhm. c'est ma vision des choses. Et je pense que pour la confiance que tu peux avoir avec un athlète, et que l'athlète aura vraiment confiance en toi, je pense qu'il faut qu'il comprenne que toi, tu es là pour tout faire, pour le faire briller lui. Alors que si à un moment donné, il comprend que toi, tu es là juste pour te mettre en avant, ça peut pas fonctionner. Et la confiance, ça a beaucoup d'importance dans ces moments. C'est quoi, Adrien, pour toi la partie la plus dure du métier de coach ou d'entraîneur? Hum, Partie la plus dure, c'est il peut y avoir des parties dures, mais des parties des fois, enfin, qui des fois, je trouve que si c'est difficile, ça va être les parties aussi les plus intéressantes. C'est d'arriver à trouver les bons mots quand ça fonctionne pas.
parce que ça fonctionne pas tous les jours. Et ça, l'entraîneur qui te dit avec moi, tu verras, ça va gagner tout le temps, ça va ci, ça va là, ça n'existe pas. Et d'arriver à trouver les bons mots, d'arriver à se remettre en question sur les échecs, arriver à comprendre. Ça, c'est quelque chose qui m'a bouffé quand même quelques nuits. Quand j'ai un athlète qui échoue, me poser cette question, pourquoi il a échoué? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce qu'il y a des facteurs externes que j'ai pas maîtrisés et que l'on n'a pas maîtrisé parce que c'est pas on est plusieurs là-dedans. C'est comprendre en fait ces choses-là pour jamais refaire deux fois la même erreur. Et je trouve que c'est ce qui est difficile des fois, c'est se dire putain on a tout fait pour que ça marche et ce jour-là ça marche pas. Et là ça a été des remises en question compliquées et je t'avouerai que même il y a 4-5 ans j'avais demandé à un autre entraîneur de prendre en main par exemple ma femme parce que alors déjà, je voulais qu'on garde que ce côté, pas qu'on parle de trail tout le temps, et qu'on garde ce côté plus intime entre nous et pas qu'on parle de ça tout le temps. Et puis parce qu'elle sentait aussi qu'en fait, je me prenais beaucoup trop la tête, en fait, des fois, et surtout quand c'était elle, parce que si un jour ça marchait pas, j'allais pas endormir pendant plusieurs nuits, j'allais essayer de comprendre tout, d'aller tout remettre à plat, d'aller chercher où ça avait pu, où ça avait pu merder sur un point, il fallait que je comprenne en fait, faut que je comprenne. Et ça, c'est vrai que je supporte pas de faire deux fois les mêmes erreurs et du coup, c'est pour ça que alors bon, cette histoire là, ça a duré un mois en fait et bon, elle est revenue, elle m'a dit bon, mais en fait, je pense que je vais arrêter la course à pied. J'ai dit mais en fait pourquoi? Ouais, parce que si tu veux plus m'entraîner, je pense que je vais arrêter. Bon, j'ai dit bon allez, non, du coup, je te reprends. Ça serait quand même dommage. Ça serait bête. Voilà. Et, mais c'est vrai que ouais, ça a été, c'est des moments justement, ouais, c'est de comprendre en fait, comprendre un échec. Il y a des fois, c'est simple, hein, on a hésité, on a pris des risques et ça a pas marché. Bon, ben ok, ça a pas marché, on sait pourquoi. Il y a des fois sur les échecs où on a du mal à comprendre et on veut pas le refaire vivre à la tête. Donc c'est peut-être les moments les plus difficiles. Comment tu gères justement, t'en parlais avec Annelise là, c'est cet aspect relationnel, implication émotionnelle notamment personnelle avec les athlètes. Tu crées de la distance, donc là j'imagine qu'avec Adeline ça doit être compliqué aussi, mais tu te forces à créer un peu de distance pour éviter d'être trop lié émotionnellement. Oui et non. En fait, j'aime bien avoir une vraie relation avec les athlètes. Alors après, forcément, quand tu as plusieurs athlètes, c'est difficile d'avoir. Tu peux pas les voir tous les jours. Tu peux pas être tout le temps sur leurs entraînements avec eux. Tu peux pas. Enfin, c'est c'est plus compliqué. Alors forcément, oui, Annie, je la vois plus souvent. Mais par contre, j'aime bien aussi avoir des relations fortes aussi avec les athlètes. Et je trouve que ça ça va créer en fait une confiance mutuelle. Et je trouve ça vachement important. Si l'athlète voit que tu lui accordes de l'importance, tu essayes de le voir, de l'appeler, de lui créer de l'importance, forcément, ça va le mettre en confiance. Un athlète qui est en confiance, très souvent, aura D'un plus de plus. performance, voilà, qu'un athlète qui est tout le temps en doute. Donc, je vais essayer ça au maximum. Donc, je veux créer en fait une relation de confiance, une relation voilà de proximité avec l'athlète, mais je, je suis obligé aussi de créer à un moment donné la distance qui fait que il peut y avoir ce côté proximité, ce côté qui devient copain, copine en fait avec certains vraiment quand ça fait un plus longtemps que tu les entraînes et tout. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait la relation aussi d'entraîneur entraîné. Et voilà, c'est pas tout le temps évident. Mais c'est la question aussi, tu vois, avec celle que je pourrais être le plus proche d'Alice, parce qu'on voilà, on a vécu quand même plus de choses aussi là-dessus, ce qui est normal. Si on est en course et que j'ai plusieurs athlètes, elle sait très bien que ça sera peut-être pas moi qui serai sur tout le ravitaillement. Mmh. Je serai sur les principaux, et ça, elle l'accepte totalement. C'est vrai que j'ai eu une question avec une de mes athlètes actuellement qui court sur ultra. Elle me dit mais vu qu'Océanis va se mettre sur l'ultra, si je me retrouve avec elle à un moment donné sur une course et tout ça, comment ça va se passer? J'ai dit en fait là il y aura pas de ma femme ou pas ma femme en fait. Mmh. Là j'ai mes deux athlètes.
il y a aucune priorité. D'accord. C'est comme ça. C'est voilà. Et ça, je veux essayer de mettre vraiment justement des barrières là-dessus aussi et se dire, il y a un moment donné, quand on est dans la course, on est dans la course. Il peut y avoir des relations à côté, tout ça, mais après, j'essaye d'être un maximum proche de tous, leur donner un maximum de confiance. Et une fois qu'il y a ça, après, par contre, voilà, quand on est sur la course, il y aura jamais de favoritisme pour l'un, pour l'autre. En fait, ça sera voilà, je suis le coach pour plusieurs athlètes. D'accord. Ouais, métier compliqué, hein. Moi, je t'avoue que voilà, je suis en formation et c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer aujourd'hui. Là, je suis en stage dans le cadre de BPJEP, etc. Je suis, comme je te disais tout à l'heure, en train de me former aussi à la FFA. Et justement, je vais sans transition aucune, on va parler de cet aspect-là, de la FFA. À quel moment est-ce que tu peux nous préciser à quel moment tu commences à fréquenter la formation FFA et par quel biais tu as commencé à intégrer cette fédération? Alors au début, c'est vrai que enfin la relation FFA, elle a été quand j'ai passé mon premier niveau en fait d'entraîneur au niveau de la FFA. Où, voilà, je suis allé suivre, c'était au Krebs à Toulouse où je suis allé suivre ma première formation là-bas. Et voilà, c'est super bien passé, des formateurs géniaux avec qui je suis encore beaucoup en relation. Donc ça s'est très bien passé. Et puis en fait, il y a eu ce moment-là et en parallèle aussi, du coup, Annelise qui depuis 2015 du coup était en équipe de France et ça m'a fait découvrir aussi ce côté-là, ce côté vraiment équipe de France au sein de le trail. Et donc j'ai pu découvrir. Donc du coup, je suis allé sur les mondiaux en 2015, en 2016 au Portugal, en Italie en 2017, voilà pour la suivre. Et donc du coup, forcément, tu rencontres aussi ces personnes-là, ce staff, tout ça. Enfin, ça a été voilà des super échanges. Et puis je continuais toujours à me former à côté. Et puis ça fait maintenant 2-3 ans que je fais formateur. Donc du coup, ça m'a mis un lien aussi avec le côté fédéral en étant formateur, parce que forcément, tu vois aussi l'autre côté. Euh, et puis, je pense que de vouloir, en fait, j'avais justement Anis qui courait beaucoup les skyrunning à ce moment-là, qui est une fédération privée. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis toujours posé la question où je trouvais vachement dommage. Pourquoi sur les mondiaux, des fois, tous les meilleurs mondiaux n'étaient pas là? Pourquoi c'était éparpillé comme ça, tout ça? Comment on pouvait arriver à essayer de rassembler un petit peu tous ces gens-là? Et du coup, ça m'a fait m'intéresser beaucoup au problème en fait là-dessus, et voilà, essayer de réfléchir à plusieurs choses. Et c'est vrai que du coup, voilà, en étant formateur, ça a été intéressant. J'avais toujours relation avec plusieurs personnes au niveau du staff médical, avec plusieurs personnes au niveau de la Fédé, où je connaissais voilà Philippe, où du coup aussi. Et puis j'avais demandé à Olivier Guy quand j'ai fait le DU de prépa physique à Cometti, il y en a ou deux là du coup. J'y avais demandé si je pouvais faire en fait mon mémoire avec lui, avec Olivier Guy, qui était un adjoint au niveau du running, dans toute la partie hors stade, s'il pouvait être mon tuteur, voilà, au niveau de la FFA, pour pouvoir faire ce mémoire-là sous la FFA. Et donc j'ai fait un mémoire en fait sur la préparation physique hivernale chez le trailer, donc comment optimiser en fait ses performances selon l'on en est grâce au travail de préparation physique que l'on pouvait faire. Et du coup, je savais que Olivier, venant du sprint à la base, hein, c'est un spécialiste du 400, avait vraiment ce côté-là, ce côté vraiment très très attaché à tout ce côté prépa physique en fait et tout ça à côté. Donc un sujet qui lui plaisait. Et donc on a beaucoup échangé durant l'année. J'ai essayé de faire un maximum, de faire voilà mon mémoire de manière la plus correcte possible en fait là-dessus.
Et du coup, on a continué à beaucoup échanger. Il m'a fait intervenir, donc en plus des formations sur pendant le confinement, sur des webinaires pour la Fédé, sur la prépa physique, tout ça. Et c'est vrai que du coup, ça m'a rapproché encore un petit peu plus du milieu fédéral. En plus de moi, ma partie entraîneur à côté, où il savait aussi que j'avais déjà pas mal de coureurs qui étaient en team élite aussi à côté, certains qui étaient aussi en équipe de France. Donc voilà, c'est tout m'a rapproché un petit peu tout le temps au fur et à mesure en fait. Hein. Quand t'as un coureur qui fait champion de France, quand t'en as plusieurs qui sont en équipe, quand tu bosses un petit peu avec la Fédé, quand tu es formateur, en fait, ça fait plein de choses en fait qui ont fait que au bout d'un moment tu crées une vraie relation en fait avec la Fédé sous plusieurs angles. Quoi. Et voilà, et puis là en septembre, du coup, ils m'ont appelé Pour t'annoncer la bonne nouvelle. voilà. Surpris? Ouais, je t'avouerai, quand Olivier m'a appelé, ça devait être 9h30 le matin. J'étais en train de boire un café avec Annelise, ma femme, et Guillaume Peretti, tu vois, un coureur corse, au café à Corté, en Corse, en vacances, tranquille. Et puis du coup, j'ai vu ça, et je te ouais, j'étais un peu surpris. Ouais. Tu m'étonnes. Ça a dû faire. T'as réussi à finir de boire ton café ou ça a été compliqué? Je sais plus ce moment-là, mais je t'avouerai que j'ai eu, alors, d'un côté, bon, tu vois, c'est des choses qui auraient pu venir peut-être un petit peu plus tard et qui ont été accélérées. C'est pour ça que j'étais un peu partagé avec l'accident un petit peu de Philippe Propage, du coup, son souci de santé, bon, qui va beaucoup mieux maintenant, mais non, du coup, ça a été un peu accéléré par rapport à ça. Et du coup, ils m'ont dit, voilà, il m'a dit ça, il m'a dit, du coup, est-ce que tu accepterais de remplacer Philippe. J'ai dit, ouais, alors je t'avoue que j'ai vu un petit peu les poils qui sont hérissés sur sur les bras. Donc, voilà, j'ai posé pas mal de questions. Et puis là, quand même, j'ai dit, tu peux me laisser jusqu'à demain pour te répondre quand même, parce que c'est pas rien. Et c'est pas rien parce que, bon, déjà, mine de rien, ça demande un peu de taf. Hein. Il y a un peu de plaisir. Et puis moi aussi, me poser la question, est-ce que je vais être à la hauteur? C'est quand même pas rien. C'est se poser la question, est-ce que tu vas être à la hauteur de prendre un poste où, ouais, en quelque sorte, tu vas être une des pierres pour pouvoir représenter un peu ton pays aussi. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui je trouve est fort quand même comme demande. Enfin, le côté équipe de France m'a toujours, ça a toujours fait rêver. Enfin, tu vois, c'est quand même quelque chose. Et ouais, bon, en tant que coureur, je n'ai jamais porté moi l'équipe de France. C'est quelque chose. Te dis, c'est quand même quelque chose. C'est une fierté pour toi? Comment? C'est une fierté pour toi? Ah ouais, une grande fierté, ouais. Une grande fierté, c'est une marque de confiance, c'est une grande fierté. Et c'est vrai que pour moi, je me suis dit, il y a le côté fierté, il y a le côté où, du coup, j'ai envie de me mettre à 200% pour pouvoir vraiment arriver à réussir cette mission, parce que c'est vraiment une mission. Et puis moi, ça me met un coup de pied au cul aussi. Parce que il y a des fois, il y a des choses, tu restes un peu, enfin, tu t'en un peu sur tes lauriers, quoi. Tu fais des plans, ça marche pas trop mal, c'est cool. Mais là, tu te dis, non, là, tu n'as plus droit à une erreur, quoi. Enfin, là, tu dois être bon, c'est tout, quoi. Ouais. Et donc, du coup, tu te dis, je vais tout faire pour essayer d'être le moins mauvais possible, quoi, et d'essayer de. Donc, ça te remet en question. Donc, c'est vrai que je trouve que c'est un gros coup de boost. Donc, je me suis dit, voilà, personnellement, ça peut me faire du bien aussi, cette remise en question. Ça peut me pousser encore à apprendre plus, à faire attention à tout ce que je vais faire maintenant. Et puis c'est cette fierté de se dire, tu œuvres pour l'équipe de France, et puis d'essayer de tout faire pour pouvoir faire ramener aussi des médailles aux athlètes français avec ce beau maillot de l'équipe de France sur le dos, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, cru comprendre que tu avais arrêté tes autres activités pour te consacrer pleinement au poste de sélectionneur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet aspect-là? Ouais. En fait, c'est vrai que du coup, je pense que c'est une mission qui est super importante. Et en fait, je voulais pas de conflit d'intérêt là-dessus.
Et alors, j'ai gardé quand même la partie entraînement privé, l'entraînement de mes athlètes privés, et parce qu'aussi, à un moment donné, je dois manger aussi. Bien sûr. Mine de rien, le poste de sélectionneur en équipe de France, c'est du bénévolat. C'est Important à bénévole. souligner. Voilà, c'est bénévole. Donc c'est beaucoup de temps passé dessus, c'est beaucoup de réflexion, mais c'est du bénévolat, donc ça, il faut quand même pas l'oublier. Donc obligatoirement, il fallait quand même que je garde une petite activité professionnelle à côté parce que je suis pas sûr que si je demandais à Annelise de se dire, bah écoute, j'aimerais bien que tu ailles bosser parce que moi maintenant j'arrête tout pour pouvoir être sélectionneur et voilà et pas ramener un centime à la maison, je pense qu'à un moment donné ça aurait coincé. C'est sûr. Mais du coup j'ai gardé en fait cette partie-là, j'ai gardé le club l'anti athlétisme et l'anti trail running en fait voilà que j'entraîne, donc ça je l'ai bien gardé parce que je pense que voilà, après c'est le côté FFA aussi, il y a pas aucun conflit d'intérêt là-dessus. Par contre, j'ai arrêté deux choses. J'ai arrêté le team TSL qui était un team élite là-dessus, donc où j'étais manager en fait, team manager, et donc là je l'ai arrêté. J'ai passé le bébé en fait à Émilien Baucher là-dessus, et parce que je trouvais ça un petit peu délicat de d'œuvrer vraiment pour un team et d'être aussi sélectionneur à côté avec des coureurs qui pourraient potentiellement être dedans. À ce moment-là, j'avais un gars comme Clément Mollier qui était champion de France encore jusqu'à septembre dernier. Voilà, il y a des jeunes qui pouvaient aussi. Tu vois, on a Claire Mougel qui était déjà en équipe de France aussi avant, qui avait fait 3 en 2018 au championnat du monde. Donc c'est toujours forcément des choses où tu te dis, mais est-ce que du coup, si je les favorise à rentrer en équipe de France, ben, ça peut mettre encore plus en lumière le team. Puis du coup, ben moi j'y gagne aussi un petit peu plus. Je trouve qu'il y a quand même un conflit derrière qui est assez délicat en fait à gérer, donc j'ai pas voulu. Et je me dis, si on m'offre en fait cette mission de se dire, tu prends ce poste en fait au niveau fédéral, c'est une chance et tu dois le faire bien et tu te dois d'être exemplaire. Et donc j'ai voulu arrêter ça, et je travaillais aussi comme consultant, enfin du coup sur tout l'entraînement au Kenya pour c'est une société qui s'appelle Ikaika en fait qui gère en fait toutes les parties la partie des coureurs au Kenya, c'est-à-dire que ils travaillent pour la marque Adidas, donc ils sont sous-traitants un petit peu d'Adidas, et c'est eux qui gèrent en fait les athlètes kenyans qui courent pour la marque Adidas. Du coup, moi, il m'avait mis justement pour programmer tous les entraînements, pour tout planifier en fait pour eux, pour les athlètes, surtout pour le groupe marathon. D'accord. Et là, donc, bon, c'est super intéressant. Moi, j'ai vécu du coup 2 ans à aussi aller là-bas, du coup, à Iten. Donc, j'ai essayé de me poser beaucoup de questions, d'analyser beaucoup, de comprendre aussi beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de choses. Donc, j'ai travaillé avec eux pendant 2 ans. Et je trouvais toujours un peu délicat de se dire que tu entraînes voilà ces coureurs-là qui courent pour le Kenya, en fait aussi une équipe qui pourrait courir en équipe nationale et tout, et toi derrière si t'es là pour la Fédé, pour l'équipe de France. Je trouve que c'est un peu délicat quand même comme situation. Donc ça a été une expérience énorme. Moi que j'ai adoré et que j'adore toujours, parce que pour te dire, je repars en vacances là-bas fin février, début mars, du coup avec les enfants, avec ma femme et du coup avec quelques copains, enfin quelques coureurs. Donc du coup on repart là-bas 15 jours. Mais c'est voilà, de travailler vraiment là-bas et de continuer là-bas, ça a été une expérience magique. Mais je pense que voilà, il faut garder aussi regarder les priorités, et puis je pouvais pas continuer. J'ai vu que vous avez fait un premier stage, alors on va l'appeler stage de prise de contact, hein, j'imagine, dans le Cantal en novembre. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce premier stage, les premières sensations en tant que sélectionneur? Et surtout, quelle a été la relation entre Philippe et toi? Bah écoute, un super stage. Alors c'est vrai que ça s'est super bien passé, forcément. Tu arrives là-bas un peu avec ce nouveau rôle, forcément un peu de stress. Mais ce qui était cool, je te coupe Adrien, mais c'est que tu n'étais pas seul nouveau. Il y avait Manon, il y avait, je crois qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient sélectionnées pour la première fois, me semble-t-il. Ouais,
Ouais, on avait plusieurs personnes sélectionnées, voilà, pour la première fois. Il y avait pour la première fois, il y avait Marion Delespierre, il y avait Mhm. Manon Board, il y avait Camille Chéniaud, il y avait Arnaud Bonin, qui est champion de France, mais qui avait été en équipe de France de course de montagne, mais pas sur trail. Non, on avait quelques nouveaux sur la partie trail. Il y avait Audrey Tanguy aussi, qui n'avait jamais été en équipe de France de trail. Donc c'est vrai qu'on avait ces 4 filles qui n'avaient jamais été en équipe de France de trail. On avait Arnaud. Enfin, donc c'était la découverte aussi pour pas mal de monde en tant que coureur, moi en tant que sélectionneur à ce moment-là. Mais ça a été un super stage. Franchement, un groupe extraordinaire euh, et des gens vraiment super simples. Parce que j'oublie aussi dans les nouveaux, il y avait Thibaut Garivier, qui était nouveau aussi, hein, qui a fait beaucoup de choses avant, mais qui était pas en fait à l'équipe de France de Mhm. tri. Et ouais, des moments vraiment chouettes passés ensemble là-bas. Tant sur les parties entraînement, sur les moments off, on a fait une petite soirée en bureau. Enfin, on s'est vu aussi sur une autre manière. Enfin, ça a été, ouais, le stage un peu, bien sûr sport, mais cohésion, Mhm. et qui s'est très très bien passé. Moi, ça m'a permis de prendre vraiment aussi un super contact, passer beaucoup de temps aussi avec le staff de l'équipe, le staff médical, donc avec les kinés et médecins qui étaient avec nous, avec Nathalie Mauclerc qui est du coup, je sais pas trop comment on peut vraiment, mais c'est Elle est consultante, je crois, maintenant, du coup. voilà, C'est un voilà, peu ce rôle-là, quoi. c'est un peu mon assistante en fait Mhm. sur cette partie-là, et qui va être un petit peu la grande sœur, qui va être un petit peu entre Mhm. moi et les athlètes, donc pour être un petit peu la grande sœur des athlètes en fait là-dessus. Et donc ça s'est super bien passé avec Nathalie. Nous, Nathalie, on s'était rencontrés quand on faisait du raid ensemble Ouais. avec Nathalie. Puis après, elle était du coup, elle est partie dans le trail elle aussi. Elle s'est retrouvée à l'équipe de France avec ma femme. Donc on s'est jamais trop perdu de vue avec Mhm. Nathalie. Et donc ça a permis là de travailler aussi ensemble. Et du coup avec Philippe. Et avec Philippe, c'est vrai que j'appréhendais un peu. Je t'avouerai qu'au début, je savais pas trop comment ça allait se passer. On me dit de prendre ce poste-là, mais Philippe, il est aussi encore là. Mais comment ça va se passer en fait? C'est vrai que du coup, ça a été un peu particulier. Et en fait, ça s'est super bien passé parce que Philippe m'a vraiment, enfin, entre guillemets, donné la main, ou il Il t'a m'a. donné le bâton de relais. Ouais, c'est ça, Il t'a c'est ça. transmis le bâton de relais. Il m'a transmis le bâton, ouais, ouais, parce que franchement, il a été très bien, il m'a montré comment il faisait d'habitude, comment il faisait habituellement sur ces stages-là, parce qu'il a quand même contact avec le Cantal, avec les infrastructures là-bas aussi, tout ça, avec les gens, donc il m'a mis en relation avec tous les gens, avec les locaux aussi, là où on fait des stages 2 fois par an, quelles habitudes ils avaient, et maintenant, mais qu'est-ce que moi je voulais faire aussi, il m'a laissé vraiment le champ libre, et puis en fait, jour après jour, il s'est passé aussi un petit peu. Et il a été, c'est vrai que je trouve, et ça je le remercie beaucoup pour ça, parce que très très intelligent en fait sur la façon de faire. Où voilà, il m'a épaulé, et puis petit à petit, il m'a laissé les rênes en fait. Et donc ça a été vraiment intéressant. Donc première bonne expérience. Justement, puisqu'on parlait de ce stage, il a été mis en place suite aux qualifications qui ont eu lieu sur, me semble-t-il, les passerelles de Monténard et le trail du Petit Ballon, mais j'ai appris récemment, grâce à une interview que j'ai fait avec Marie Goncalves, que ces qualifications avaient été annulées. Qu'en est-il aujourd'hui de cet aspect-là? Ouais, alors c'est vrai que du coup, bon, moi je découvre aussi tout ça en fait, Ouais. parce que toutes ces modalités de sélection en fait, elles passent par le service juridique aussi de la Fédé. Mhm. Et c'est des choses sur lesquelles, apparemment, voilà, il y a des choses sur lesquelles on peut pas revenir et tout. Donc c'est assez complexe en fait. Et, euh, et c'est vrai que j'avais jamais fait attention, et moi le premier, que en fait, sur une sélection, si l'événement, donc là, c'était du coup les championnats du monde en fait en Thaïlande. En février initialement, et ça avait été décalé en novembre, je crois, ou tout comme ça. Voilà, alors du coup qui étaient normalement prévus là pour février, qui ont été remises en novembre. Et en Mhm. fait, euh, si elles sont reportées ou annulées, la sélection en cours devient caduque. Donc, ben, là, en fait, je me suis confronté à ça. Mhm. Et, et c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Et je t'avoue que moi, j'étais pas préparé à ça. Ça a été difficile d'appeler aussi tous les coureurs, toutes les coureuses, pour en discuter avec eux. Mhm.
Certains l'ont bien pris, d'autres un peu moins, et ce que je comprends tout à fait. Et là, c'est vrai que j'ai essayé d'expliquer un petit peu le pourquoi et tout, et pourquoi cette décision avait été prise par rapport à certains historiques de sélection hors trail, plutôt en marathon. Et, et donc voilà pourquoi en fait il y avait eu ces règles qui avaient été mises en place depuis cette année. Chose que nous, ça nous tombe dessus pile à ce moment-là. Mhm. Ça a été pas simple et je t'avouerai qu'en plus ça m'a un peu foutu les boules parce qu'on avait, après ce stage-là, on avait tellement une belle équipe et dans l'état d'esprit, dans le niveau physique, tout ça, je trouvais trop dommage. Et mais on peut pas, voilà, on peut pas revenir dessus. Donc il a fallu trouver d'autres modalités, essayer d'arriver à remotiver aussi toutes ces coureuses, tous ces coureurs en fait, pour les nouvelles modalités. Parce que forcément, ben oui, j'ai envie de repartir avec des gens de cette qualité-là, quoi, sportive, mentale, intellectuelle, enfin vraiment d'avoir des gens, voilà, de ce calibre-là. Et c'est vrai que du coup, ben il a fallu refaire de suite des sélections, enfin des modalités. Moi, ça m'a vraiment, honnêtement, ça m'a vraiment foutu les boules. Et tu vois, de l'avoir annoncé le soir. Dès le matin, en fait, j'ai coupé ce que je devais faire et je suis resté toute la matinée à trouver la meilleure solution pour les nouvelles modalités de sélection, pour les Europes et pour les mondiaux. Mhm. Et du coup, voilà, de pouvoir annoncer en fait ces sélections-là pour trouver un juste équilibre sur ce qu'avaient fait les coureurs l'an dernier et ce qu'ils auraient envie de faire cette année et que personne ne boude aussi la sélection et les modalités de sélection. Et de trouver justement juste un milieu là-dessus pour qu'on ait la meilleure équipe sur les Europes et sur les mondiaux cette année. Donc du coup, les qualifications ont lieu, d'après ce que j'ai vu sur le Trail du Ventoux. Trail du Ventoux, championnat de France de long, par rapport aux Europes, parce que les Europes, actuellement, il est en fait le parcours de 46 km et 2700 de positif. Mhm. Ce parcours-là, en fait, il est sur l'île de La Palma, sur la commune d'El Paso. Vu qu'on a énormément de chance, c'est exactement l'endroit où le volcan est en éruption en ce moment. Voilà, sur le parcours, sur la deuxième partie du parcours. Donc, forcément, ce parcours-là va changer un peu. Donc, mais sinon, on est sur ce format-là. Et je trouve que le Ventoux, 46 km, 2100 de positif, et le France de long, 53 et 2007, on est très très proche en fait des profils que l'on va avoir au championnat d'Europe. Le France de long, c'est où? C'est à La Pastourelle, La du Pastourelle, coup, voilà. ouais, dans le Cantal. Donc je trouvais qu'en fait ces deux étaient vraiment très très bien. Et puis il fallait aussi mettre en avant le championnat de France parce qu'il faut pas oublier que l'équipe de France c'est la FFA et je pense que c'est important de mettre en avant aussi le championnat de France. Donc du coup ça permettait d'avoir deux courses en fait sur lesquelles on va pouvoir voilà avoir l'œil tout au long de la journée pour pouvoir avoir les 6 sélectionnés en fait qui seront sur ces deux courses-là. Donc ouais, difficile premier pas avec l'équipe de France. Là, j'imagine, me mettant un petit peu à ta place, et on peut tous se mettre un peu à ta place, combien ça a dû être compliqué à gérer cette situation. Mais on te souhaite vraiment, on vous souhaite que tout se repasse comme prévu en ce qui concerne les sélections. J'aimerais parler un petit peu de l'organisation au sein de la FFA, du trail et de la course en montagne. Il y a, de mon point de vue, enfin me concernant, un petit manque de visibilité en ce qui concerne la différence entre trail et course en montagne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette différence-là? Alors vraiment la différence, elle est quand on parle de trail et quand on parle de trail même jusqu'au niveau international, du coup, sur les représentations des grosses courses, on a le trail court et le trail long là-dessus, et bon, et l'ultra trail après. Mais on va avoir donc du coup le trail court où là on va se retrouver par exemple au championnat du monde où on a deux formats, trail court, trail long. Le trail court est de 42, le trail long est de 80. Là on va avoir voilà jusqu'au format marathon, on est sur du trail court. À partir du format marathon, on est sur un trail long. Après voilà, à partir de 100 bornes, on est sur des ultras. La course en montagne, donc elle va être en fait en principe, soit sur une montée, une descente, où on va pouvoir avoir deux montées, deux descentes, mais sur des choses beaucoup plus courtes, généralement moins de 15 km. Des efforts très courts qui vont être un peu, je vais dire, entre le cross et le trail.
D'accord. Voilà, pour résumer un petit peu, le cross, on est sur quelque chose de relativement plat, à part les deux, trois petites buts où on va sauter, mais on est sur quelque chose de relativement plat qui va durer aux alentours d'une demi-heure. Là, par contre, sur une course en montagne, on va souvent être sur une course qui va être aux alentours d'une heure d'effort. Donc, ce sont des courses qui peuvent être, qui vont avoir du dénivelé, mais vu que c'est court aussi, ce sont des courses qui se courent entièrement. En trail, on va pouvoir arriver à marcher, tout ça. Donc, les courses de montagne, on va exclusivement se courir. Donc, en général, on va se retrouver sur des courses entre 10 et 15 bornes. D'accord. Voilà, pour la course de montagne. Et là, en fait, au niveau de la FFA, on va avoir Olivier Guy, qui est DTN adjoint, qui supervise en fait cette partie-là au niveau de la FFA. Et en dessous, on est deux sélectionneurs distincts. Donc, où moi, je m'occupe en fait de toute la partie trail court, trail long. Et on va avoir Antonio Gallego, qui est au niveau de la partie Course en montagne. D'accord. Ok. Et en ce qui concerne les qualifications, donc j'ai noté qu'il y avait pour la partie trail exclusivement, hein, trail court, trail long, il y a 24 sélectionnés au maximum, 6 hommes, 6 femmes pour le trail court et 6 hommes, 6 femmes sur le trail long. C'est ça, hein, on est bien d'accord. Exactement. En fait, ça sera pour le championnat du monde. Du coup, et championnat d'Europe, on n'a qu'un format, donc ça sera 6 hommes, 6 femmes. Sur un format de quelle distance? C'est le format dont on parlait tout à l'heure, justement, de 46 et 2007. D'accord. Ouais. Ok. Quels sont les objectifs de la FFA et tes objectifs en ce qui concerne le trail de manière générale? Alors, je sais que la question est un peu vague, mais comment tu vois un peu l'avenir? Ben, pour moi, enfin, là, déjà, c'est d'arriver, je pense, à pas tous se tirer dans les pattes. Quand je dis tous se tirer dans les pattes, c'est-à-dire que on a plein de circuits. On avait par exemple le TTN au niveau national. On a un circuit skyrunning. On a un circuit golden national ou international. Il y a le circuit maintenant l'UTMB Series. Toutes ces choses-là. Et en fait, c'est un peu compliqué, quoi. Tout le monde est champion de France de tout le monde est champion du monde de tout, sauf que c'est un peu compliqué des fois à y voir clair. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir que vraiment on arrive à y voir un peu plus clair, à pas se mettre des bâtons dans les roues. Il y a plusieurs personnes qui font des choses très bien, et il faut pas se dire toujours c'est nous qui avons raison. C'est surtout une chose qu'il faut pas. Et je pars du principe que tout le monde fait les choses bien et il faut juste arriver à tous essayer d'aller dans le même sens parce qu'on veut tous aller dans le bon sens et dans le même sens, mais tous différemment ou tous séparément. Je trouve ça un peu dommage. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à tous se mettre ensemble, arriver à que la FFA trouve réellement sa place aussi dans le monde du trail, parce qu'on a eu beaucoup de côté privé en fait, avec des Golden qui sont montés par Salomon, avec le Skyrunning, avec l'UTMB Series ou maintenant même c'est Ironman qui est derrière. Enfin c'est toutes ces choses là, on voit beaucoup de choses. Donc je pense qu'il serait intéressant d'arriver déjà à redonner un petit peu vie au côté FFA, redonner l'envie aux coureurs de trail d'aller dans les clubs. Donc ça, c'est bien parce qu'on arrive à former des entraîneurs, donc du coup, à avoir des entraîneurs formés par la FFA, qui du coup vont développer des choses dans les clubs. Tu vois, nous sur Annecy, on a développé toute la partie hors stade en fait avec tous les adultes. On a monté à côté avec l'Annecy Trail Running un centre de formation pour les juniors et les espoirs exclusivement sur le trail. Donc toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à mettre en place un petit peu partout et qu'on arrive à dynamiser ces choses-là pour que les trailers voient un réel intérêt à venir en club, à apprendre, à partager en club. Ça, c'est vraiment important. Donc je pense que ça, au niveau local, c'est super important et ça amènera plus au niveau de la Fédé que vouloir à chaque fois créer chacun un petit peu son circuit, son ci, son là. Je pense que c'est un peu dommage. Et pouvoir s'inspirer de ce qui se fait aussi à côté. Et après pour tout ce qui peut être moi je l'ai vécu, je l'ai entendu quand j'étais pas à ce niveau-là à ce poste-là, c'était ouais mais bon en équipe de France des fois il manque certains des meilleurs coureurs de cela, il y en a qui bout de l'équipe de France. Et c'est vrai que tu vois, moi, ce que j'ai fait, juste après le stage, j'ai pris contact de suite, en fait, avec les responsables des teams, les responsables des marques, qui sponsorisaient, en fait, les athlètes, les principaux athlètes qui étaient sujets à être en équipe de France.
Et du coup, je les ai rencontrés, on a été manger ensemble avec certains, tout ça, ça a été passé beaucoup de moments et beaucoup de dialogues en fait avec eux pour pouvoir comprendre. Et c'est pour ça que même sur les modalités de sélection que l'on diffusera rapidement là, pour les mondiaux, j'ai essayé de mettre aussi en place des sélections sur des courses où on en fait, on squeeze pas les marques. C'est-à-dire que, du coup, de se dire, l'an dernier, on a demandé aux coureurs d'aller faire telle course, du coup, il y en a qui râlaient, qui disaient, mais du coup, j'ai pas pu aller faire, soit une course de l'UTMB, soit j'ai pas pu aller faire le marathon du Mont Blanc, soit j'ai pas pu faire les courses là. Et en fait, pourquoi on va pas sélectionner sur les grosses courses aussi? Parce que, en fait, quand on s'aperçoit, on se dit, mais attends, sur les grosses courses, c'est là où les coureurs veulent aller, parce qu'ils vont se confronter. C'est là où il y a de la concurrence. Ce sont des belles organisations. Et en plus, les marques les poussent, et des fois, peut-être pour certains, peuvent les obliger aussi à aller sur ces courses-là, pour pouvoir avoir de la visibilité, pour pouvoir mettre en avant un petit peu le maillot, la marque, sur ces courses-là. Donc du coup, certains coureurs peuvent avoir un petit peu le cul entre deux chaises, se dire mais qu'est-ce que je dois faire? Alors que dans ce cas-là, on va aller chercher, nous, les meilleurs coureurs sur les plus grosses courses. On va pas demander aux coureurs de ne pas faire ce qu'ils veulent, de mettre entre parenthèses à chaque fois les courses qu'ils aimeraient faire et satisfaire leur sponsor, parce que s'ils les satisfont pas, ils peuvent pas avoir de matériel derrière, ils peuvent pas avoir d'aide, ils peuvent pas avoir d'aide financière aussi de leur part de leur sponsor. Donc, c'est compliqué de faire un choix. Donc à ce moment-là, c'est à nous aussi à nous poser la question et à se dire mais pourquoi on va toujours en fait que dans notre sens? À un moment donné, il faut comprendre les intérêts des coureurs, les intérêts des marques, les intérêts des teams. Et si on comprend ça, on pourra, nous aussi, du coup, arriver à construire quelque chose de bien autour de ça et avoir la meilleure des équipes de France en fait pour représenter la France. En fait, essayer d'intégrer la FFA et la Fédération française dans le cadre de ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de compétitivité, quoi. Il faut. Je pense que dans beaucoup de sports, ça se fait comme ça aussi. Je suis pas sûr qu'un Thomas Vauclair, il demande à chaque fois à Alaphilippe, à Romain Bardet, à Thibaut Pinot, un Cosnefroy d'aller faire telle et telle course obligatoirement aux dépens de faire le Tour de France, ou aux dépens d'aller faire un Tour des Flandres, aux dépens d'aller faire un Paris-Roubaix. Non, il va sur Paris-Roubaix, il va sur le Tour des Flandres, il va sur le Tour de France, et il va sélectionner à ce moment-là où il sait qu'il y a la plus grosse confrontation. Les meilleurs coureurs français. Ouais, d'accord. Quel est ton point de vue sur jusqu'à présent, on va dire, puisque ça va certainement changer. On voit qu'il y a quand même une évolution depuis quelques années, mais de la place du trail au sein de la FFA même. Est-ce qu'il y a une réelle évolution? Est-ce qu'on a pris conscience au sein de la FFA que le trail était devenu quelque chose de conséquent et qu'il fallait mettre l'accent? Et je pense notamment aussi à la formation des jeunes, tu en parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a vraiment des axes de développement sur ces aspects-là? Alors, les axes de développement, il y a tout un peu un cahier des charges qui est fait sur le lancement qui va sortir très rapidement là justement dans les formations sur la formation des jeunes en fait vraiment parce que quand on parle des fois de trade pour les jeunes, bon, j'utiliserai le mot ado ou enfant, des écoles de trade justement pour les enfants et tout qui a été créé à Millau, là-dessus, donc pour la première école de trade. Donc c'est vrai que il y a plein de questions à se poser parce que moi j'en ai entendu beaucoup, mais non, le trail, mon fils il ira quand il aura 18 ans, avant il va pas se cramer, c'est de la longue distance, et si c'est là, alors qu'en fait il y a des manières d'entraîner, de préparer en fait, de faire jouer au trail les enfants. Ça c'est vachement important. Donc je pense qu'il y a toutes ces phases, cette phase en fait sur lequel la Fédé bosse. Avec des gens aussi extérieurs, hein. Et je pense que c'est vachement important de bosser là-dessus, et donc du coup je pense qu'il y a un axe vraiment de progression, d'avancement en fait là-dessus. Maintenant c'est sûr que en 2024 on a la chance d'avoir les JO en France, et le gouvernement s'est aperçu là quand même il y a 2 mois que comme quoi il fallait peut-être remettre un petit peu
les bouchées doubles pour pouvoir être performant dans tous les sports au niveau des JO. Donc c'est bien de s'en apercevoir, mieux vaut tard que jamais. Mais par contre, c'est vrai que forcément, avec cet objectif-là gouvernemental qu'il y a aussi derrière, ça va être difficile, le trail n'étant pas un sport olympique, d'avoir vraiment un gros axe en fait de développement sur la partie trail, d'avoir toute une fédération qui pousse à fond la partie trail en ce moment. Ça sera pas la priorité, quoi, clairement. La priorité sera les sports olympiques. Oui, d'accord. Après, voilà, c'est sûr que j'ai eu l'impression quand même, de mon point de vue, ça n'engage que moi, qu'il y a eu un léger retard à l'allumage en ce qui concerne la formation des jeunes notamment. Et comme tu le disais tout à l'heure, on salue Guillaume qui a lancé École de Trail. C'est dommage que ce ne soit pas été à l'initiative de la FFA ce type de formation. Et j'espère vraiment qu'ils vont développer pas mal de choses, quoi. Mais c'est vrai que je pense que Guillaume a fait des choses, enfin, vraiment très belles là-dessus. Et bon, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Guillaume. Et voilà, on a discuté plus d'une fois ensemble. Et c'est vrai il avait fait venir du coup après, par rapport à tout ce qu'il a fait sur Millau, il a développé déjà sur plusieurs endroits. Et il y a maintenant pas mal d'écoles de trail aussi. Et il avait fait venir Olivier Guy justement sur place à Millau pour en discuter, pour voir ce qu'il faisait. Et c'est pour ça que maintenant, voilà, ils sont en train de mettre en place justement ces formations-là. Et je pense que ça va être intéressant et ça va créer une vraie dynamique, je pense. Et moi, je connais bien le problème puisque je suis en stage actuellement dans une école de trail, l'école de trail du Pays d'Aix. Et donc je peux te confirmer que c'est un beau projet et il y a beaucoup de mouvements. Là, je pense notamment à Pascal Balducci qui est très axé en ce moment sur la formation des entraîneurs pour les enfants et les adolescents. Donc on sent qu'il y a vraiment un mouvement de fond qui est en train de se constituer par rapport à cet aspect-là et qu'il y a tout est à construire, quoi. Ouais, mais j'espère parce que de toute façon, même au niveau fédéral, hein, quand les instances et tout verront que même chez les jeunes ça pousse, qu'il n'y a pas que l'encadrement des adultes, forcément ça va pousser, enfin ça va obligatoirement pousser parce que ça va multiplier le nombre d'adhérents. Et on est toujours dans les fédérations axées aussi sur le développement des jeunes, quoi. Ouais, d'accord. On en a parlé légèrement tout à l'heure. En ce qui concerne la formation, alors je sais pas si on peut appeler ça un brevet fédéral ou une formation fédérale, dans le cadre des entraîneurs hors stade trail et course en montagne que j'ai pas encore commencé mon premier module, mais la semaine prochaine je commence. C'est la seule formation liée au trail et à la course en montagne qui existe aujourd'hui à la FFA. Ouais. À la FFA, ouais. Du coup, voilà, c'est en fait sur la partie, tu montes, tu commences initiateur, et puis après tu commences vraiment après sur la partie, voilà, trail, course en montagne là-dessus, et ce qui peut aussi t'amener sur un CQP aussi, voilà, certificat de qualification professionnelle en fait, sur la partie hors stade, la partie, voilà, donc du coup trail et route. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite avec l'équipe de France, on va dire dans l'année à venir? Ben, dans l'année à venir, ben, du coup, déjà que les Europes et les mondiaux aient bien lieu, voilà, maintenant, sans mauvaise surprise. Bon, maintenant, ce que j'espère et ce que je crois beaucoup. Alors, pour répéter, les Europes auront lieu en Espagne, si j'ai bien compris. Aux Canaries, sur l'île de La Palma, ouais. Du 1 au 3 juillet. Et deuxième partie du mois de novembre, en Thaïlande pour les mondiaux. D'accord. Et voilà, donc du coup, que l'on arrive à avoir deux très bels événements cette année avec avec une belle équipe de France, mais ça, j'en doute pas parce que quand je vois les talents que l'on a en France, je me dis que ouais, on a un réservoir assez costaud. Hein. Ouais, ça peut que bien se passer. Est-ce que tu as un dernier sujet à évoquer dont on n'aurait pas parlé? Non, je pense qu'on a quand même beaucoup parlé. On a bien fait le tour. Super. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour ta transparence et puis pour t'être livré de cette manière-là. C'est cool. On te souhaite vraiment tout le meilleur. Avant de nous séparer, est-ce que tu peux me conseiller plutôt une invitée pour le podcast? Alors, toi, tu veux une invitée, une coureuse ou peu importe, en rapport avec le trail? Ouais. Alors, tu vois, quelqu'un qui est en train qui a déjà développé son activité depuis longtemps, mais qui est en train d'exploser en ce moment avec toutes les vidéos et les lives en fait que l'on peut trouver maintenant sur toutes les courses. Moi, je pense que ça peut être vachement intéressant de découvrir aussi un petit peu l'envers du décor
avec Isabelle, du coup, Le Vionnois, en fait, qui est aussi la femme de Sébastien Chéniaud. De Mousse Production. Voilà, de Mousse Production et qui se charge en fait de faire de nous faire suivre en fait tous les lives sur les championnats de France, sur les Golden, sur les UTMB et je pense que ça peut être intéressant de voir aussi cet envers de décor en fait, voir comment elle vit les choses aussi voilà et c'est vrai que par la même occasion, c'est ma voisine. D'accord. Voilà. Voilà, tu pourras faire une mise en relation alors assez facilement. Exactement. Elle a le chalet à côté d'une autre. Pour la petite anecdote, j'ai enregistré un épisode avec Sébastien Chéniaud et qui n'est toujours pas sorti parce qu'en fait, au grand désespoir, j'ai perdu la moitié de l'épisode et dans cet épisode-là, on parlait justement de Isabelle et de Mousse Production et il faut absolument qu'on se cale avec Sébastien à la fin de cet épisode et puis si tu peux nous faire la liaison avec Isabelle, ça serait cool. Ah, ça sera, écoute, avec grand plaisir. Je la vois très très souvent, du coup, donc avec grand plaisir. Eh ben, c'est cool. Est-ce qu'on peut finir par les questions rapides? Allez. Alors, c'est des réponses courtes sans argument. Plat favori après la course? Un aligot. Boisson favorite après la course? Une bière. Tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux? Bar. Fait maison ou industriel? J'ai pas le temps de les faire maison. Tu es plutôt grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie? Grosse averse de pluie. Tu préfères les racines ou le verglas? Racine. Tu préfères courir de nuit ou de jour? De jour. Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou bruit de la nature? Bruit de la nature. Tu préfères courir seul ou accompagné? Accompagné si ma femme m'attend. Ah, Tu préfères être sélectionneur ou trailer? Sélectionneur. Ouais, ça m'étonne pas, sans aucun doute. Merci beaucoup Adrien, c'était vraiment super sympa. Merci pour toute ta transparence et comme je te le dis, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et je suis sûr que vous allez réaliser de belles performances avec cette équipe de France. Merci beaucoup Nico de m'avoir reçu aujourd'hui. C'était avec plaisir. Et puis bonjour à Annelise et aux deux petits. Et je leur dis, et puis à très vite sur une formation. Allez, ça marche. Salut Adrien. Bye bye. Merci. Ciao. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie d'Adrien Séguré, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, que je remercie pour le temps qu'il nous a accordé et pour toute sa transparence dans sa nouvelle prise de fonction. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Ride Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Ride Podcast. Vous pouvez également me suivre sur Strava ou LinkedIn à Nicolas Guilleneuf et rejoindre également la tribu des Patreons sur le groupe du même nom. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Ride Podcast et d'ici là n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le. Ah oui, faites-le. Mais vraiment faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut. Salut. Ah, alors oui, avant de commencer, j'ai oublié de te dire... Comment on coupe ça en fait?